Tout d'abord, j'aimerais remercier le comité scientifique de cette réunion, et en particulier le Dr. Kieran, qui a toujours la gentillesse de m'inviter à donner des conférences lors de cette prestigieuse réunion qui a lieu chaque année. Je vais donc parler aujourd'hui des tissus mous et des soins à apporter aux broches. Après que les fixateurs externes ont été posés aux patients, je n'ai rien à divulguer qui soit spécifiquement lié à cet exposé. L'infection du canal de l'épingle est l'une des complications les plus courantes que nous rencontrons chez les patients atteints de ces prothèses. Elle affecte jusqu'à 100% des patients. Cela dépend de la durée de port de la monture par le patient. Le desserrage de la broche est presque une certitude. Et pas seulement une complication. Et nous devons nous rappeler que même si les gens croient que le cycle est que vous êtes infecté qu'après l'infection vous aurez le descellement, en réalité, c'est le contraire qui se passe. Souvent les broches se détachent avant de s'infecter. C'est pourquoi il est crucial d'être vigilant pour prévenir les problèmes et ne pas attendre qu'ils surviennent pour les traiter. Ce processus peut se manifester de diverses façons. En planifiant soigneusement les différentes phases du traitement, si vous vous rappelez qu'avant de commencer à traiter ces patients, nous serons très probablement en mesure de prévenir ces complications. Comme je l'ai mentionné, c'est presque une certitude acceptée. Mais la majorité d'entre elles finissent par se résoudre. Elles se résolvent avec les soins liés à la douleur, les soins locaux. Maintenant que nous n'avons plus besoin de ramener les patients au centre chirurgical, pour la grande majorité d'entre eux. Une infection sur le lit. Des oils de broche peut compromettre tout le traitement. Il pourrait être nécessaire de retirer toutes les broches, une, deux, voire trois, à cause de l'infection. Mais cela peut être évité, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Une bonne planification. Pas seulement des broches, mais de tout le traitement, permettra, très probablement, d'éviter les complications. Pendant l'étape de traitement, comment pouvons-nous alors éviter les problèmes sur les broches? Il est donc essentiel de planifier soigneusement le traitement que nous allons proposer aux patients. Nous savons qu'une plus grande stabilité des constructions entraîne une meilleure stabilité des broches. Ainsi, cela réduit considérablement les risques de desserrement des broches. Nous savons aussi que les cadres circulaires offrent une stabilité bien supérieure par rapport aux cadres biplans, qui eux-mêmes sont plus stables que les cadres monoplans. Les cadres. Lorsqu'il s'agit d'une monture monopolaire, il est fort probable que vous rencontriez des infections si vous conservez cet appareil pendant plus d'un mois ou même un mois et demi. C'est pourquoi les cadres monopolaires sont rarement considérés comme une solution définitive pour les patients nécessitant un cadre. Ils sont donc généralement temporaires, car si ces montures restent en place chez le patient pendant plus d'un mois ou un mois et demi, il est très probable que certaines broches se détachent, entraînant une infection peu après. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, plus la construction est stable, mieux c'est pour nous. Il y a également quelques petits détails importants à considérer. Il faut vraiment essayer d'éviter de placer deux broches ensemble, trop rapprochées, car si elles le sont, elles agiront comme un seul point d'ancrage. Elles n'apportent donc pas de stabilité à la structure. Elles ne doivent pas être trop près de l'articulation de la cheville ni près de la fracture osseuse, car elles risquent de se fissurer, et la fissure pourrait s'étendre à la cheville, à l'articulation, près de la broche ou à la ligne de fracture proche de la broche. Elles ne doivent pas être trop éloignées l'une de l'autre, car il est important d'avoir une certaine connexion entre elles pour garantir la stabilité. Si vous pensez à placer deux broches à une distance trop grande l'une de l'autre, il est essentiel de prévoir d'ajouter quelque chose entre elles, comme une ou deux broches supplémentaires, afin d'apporter la stabilité nécessaire à votre construction. Ce sont donc des éléments extrêmement importants à considérer. N'oubliez surtout pas la peau, et essayez d'éviter de placer des broches aux endroits où la peau est sujette à beaucoup de mouvements, ou là où les muscles ou les tendons montent et descendent fréquemment, car vous pouvez
provoquer des problèmes sur les muscles et les tendons si vous placez les broches à des endroits où ils devraient normalement monter et descendre. N'oubliez pas que tous les patients ne sont pas nécessairement éligibles pour un cadre. Donc, celui-ci, c'est un patient brésilien que j'ai eu. J'étais pas au courant, mais j'ai découvert sur ses médias sociaux et d'autres choses qui faisaient ce genre de choses. Je suis donc certain que ce type de patient ne prend pas vraiment soin de sa monture. Tous les patients n'ont donc pas droit à une monture. Si vous avez accès à des broches qui sont enduites de cobalt, elles sont généralement 90 fois moins chères que les broches enduites de cobalt. Plus puissant. Est attaché à l'os, il nécessite donc une force d'extraction 90 fois plus élevée pour les bouger. Si vous avez la possibilité d'y accéder, c'est un avantage considérable. Certes, c'est plus coûteux, mais c'est infiniment supérieur, et cela offrira une stabilité bien plus grande. N'oubliez pas non plus, avant d'emmener le patient au centre chirurgical, de vérifier votre matériel, vos instruments, la netteté des forêts. Car les lésions thermiques sont un gros problème ici, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les éviter. Donc si vous avez des forêts bien aiguisées, les risques de les dommages thermiques sur les os sont nettement moindres. Assurez-vous de vérifier la taille des anneaux avant de commencer la construction. Ils doivent être, considérablement plus grands que la jambe. Après l'opération, il y a souvent un gonflement modéré sur les jambes ou sur les membres où les cadres ont été insérés. Et si vous constatez un gonflement, et que cela touche les anneaux, vous rencontrerez des complications cutanées à cet endroit également. Il est donc crucial de se rappeler qu'un bon espace entre les jambes est nécessaire. Et les anneaux, avant le commencement de l'opération. Pour ma part, je ne me préoccupe pas vraiment de la petitesse des problèmes. D'ailleurs, je dis à mes patients avant l'opération qu'il ne s'agit pas simplement de petits trous dans la peau, mais bien de petites incisions. Ceci est extrêmement important, car si vous réalisez une incision d'1 centimètre sur la peau pour travailler, vous éviterez d'avoir des lésions thermiques sur la peau ou sur le muscle. Et si jamais vous devez réaliser un point de suture après, la broche, c'est vraiment pas grave. Cependant, il est préférable de faire une incision cutanée un peu plus longue autour des broches, plutôt que de risquer une lésion thermique, accompagnée de nécrose de la peau, après 2 ou 3 semaines, suivant l'insertion du cadre, ce qui pourrait vous causer davantage de problèmes à l'avenir. Une incision légèrement plus longue autour des broches est donc préférable. C'est pourquoi, selon moi, cette diapositive est l'une des plus importantes de l'exposé. Je suis pas vraiment convaincu par les broches autoperceuses. Je sais qu'elles existent et que les représentants affirment qu'elles sont autoperforantes. C'est incroyable, vraiment. Ils nous montrent le bout de la broche avec des fentes, en disant que c'est une broche coupante. Donc pas besoin pré-percer, mais personnellement, je pré-perce toujours. Mes broches avec une mèche bien aiguisée. J'essaie d'appliquer un peu de froid, un peu de solution de refroidissement autour de la mèche pour assurer le refroidissement non seulement de la peau, mais également de l'os en dessous. J'ai toujours recours au protecteur des tissus mous, à savoir le manchon. Vous identifiez précisément l'endroit où vous souhaitez réaliser l'incision, puis avec un petit mouvement sec ou un schnitz. J'ouvre le chemin en utilisant cet outil à travers le tissu mou. Ensuite, avec cet instrument, je positionne le. Tout d'abord, j'introduis la mèche par cette petite incision jusqu'à ce qu'elle touche l'os. Ensuite, je fais glisser le protecteur des tissus mous vers le bas, en le maintenant contre l'os. Avant de commencer le forage, j'ajoute une solution de scellement à froid dans le protecteur des tissus mous. Puis je l'insère, et je perce le tunnel à travers l'os, tout en irriguant avec plus de solution saline. Il est crucial d'avoir un bon contrôle de la vitesse sur la gâchette de votre foreuse ou de votre machine. Faire, comme, postular. Donc, le forage. Vous aimez activer et désactiver, puis à nouveau activer et désactiver. Cela va s'arrêter toutes les secondes ou toutes les 2 secondes. La perceuse va s'arrêter. Et cela va aider à refroidir le tunnel dans lequel vous travaillez. Cela permet aussi d'éviter
les lésions thermiques dans l'os et les tissus mous. J'aime toujours. Une fois l'opération terminée, je prends généralement soin de recouvrir toutes les broches que j'ai réalisées avec de la gaze éponge. Et vous pouvez ensuite utiliser n'importe quelle solution autour pour compléter le tout. J'utilise généralement de la bétadine autour de les broches. Vous pouvez le faire. Chaque broche que vous mettez dans la construction et à la fin de la procédure, vous pouvez toutes les enlever et en faire une nouvelle. Mais il est important qu'après l'opération, protège toutes les pistes des broches, quel que soit le type de broche. S'il s'agit d'une broche K, d'une broche olive ou d'une broche Shands, avec la gaze éponge et la bétadine, vous pouvez également utiliser une solution alcoolique. Vous pouvez utiliser une solution saline, les pieds surélevés. J'essaye toujours de faire cela pour la protéger. Une fois terminé, je l'entoure d'un film pour la protéger de la poussière, de la saleté, vous savez, là, partout où se trouve le patient, pour que toutes les marques, les traces de goupilles et le cadre restent propres. Le cadre est propre et à l'abri de la saleté. Une fois cela fait, je vois généralement les patients une semaine après l'opération. C'est là que je fais mes premiers pansements. N'oubliez jamais, toujours. Ce que je vais dire ici peut sembler idiot, mais souvent, la toute première personne à s'occuper de ce problème n'est pas le chirurgien. En réalité, la première personne est très souvent, par exemple, une infirmière, une assistante infirmière ou même une assistante médicale. À ces personnes, il faut d'abord leur dire « lavez-vous les mains ». Il est donc essentiel de se laver les mains. Ensuite, vous pouvez retirer soigneusement toute la gaze que vous avez mise autour des broches. Puis, je les nettoie à nouveau avec une solution de bétadine, une solution de Clorox, et parfois simplement avec une solution de Clorox. De l'eau avec un bouillon neutre est aussi très bien. Ils sont tous très similaires. Il semble que la chlorhexidine, c'est-à-dire la Clorox, puisse être un peu plus allergène, mais garder tout propre est essentiel. Si un risque d'infection est présent, il faut rapprocher le patient de vous. En général, je fais ce genre de choses environ une fois par semaine. Cependant, si je suis inquiète pour une ou deux épingles, je fais venir les patients 2 à 3 fois par semaine. Si c'est juste une rougeur, ça va. Mais si une petite infection apparaît, j'ai tendance à vouloir approcher les patients de moi-même et à faire l'effort de les voir quotidiennement ou au moins tous les 2 jours. Et ensuite, je leur demande également de réaliser leur pansement à domicile. Je leur enseigne la méthode en utilisant des cotons-tiges pour nettoyer soigneusement. Il est essentiel de bien appuyer pour retirer tous les débris d'une potentielle infection. J'ai résidé au Brésil pendant de nombreuses années et les patients me questionnent constamment au sujet de l'eau, car l'été là-bas est bien plus étendu qu'ici, à Boston par exemple. C'est vrai. Cependant, je dis à mes amis de ne jamais nager, jamais. Spécifiquement dans l'eau libre, car ils se rendent parfois dans des étangs ou des lacs qui ne sont pas toujours propres. L'eau n'est pas très propre et cela peut vraiment devenir un énorme désastre. Si vous développez une infection, cela résulte généralement d'un relâchement des broches. Cela commence souvent par une cellulite autour de la broche, puis s'aggrave et devient plus profonde. Il est crucial de se concentrer sur les soins locaux avec beaucoup d'attention. Une fois que la cellulite commence, comme je l'ai dit, un débridement local quotidien est censé être effectué. On peut commencer par des antibiotiques locaux autour des épingles. Puis si la situation ne s'améliore pas, si elle ne s'améliore pas du tout, il faut passer aux antibiotiques oraux, qui peuvent varier en fonction du type d'antibiotique. L'antibiotique que l'on va utiliser varie en fonction de la flore de l'endroit où l'on travaille. Dans l'hôpital, si du pouce sort du stylo, il faut hospitaliser le patient, administrer des antibiotiques par voie intraveineuse et commencer à planifier une approche plus agressive pour sauver la mature posée sur le patient. Il existe une classification des infections de tractus gingival allant du grade 0 au grade 5. Cela débute par une simple cellulite autour de l'épingle et évolue en rougeur avec un peu de pouce, mais reste superficielle. Ensuite, les broches se détachent, et il y a beaucoup de pus qui en sort. Une fois que cela se produit, vous pouvez même voir sur les radiographies un énorme relâchement autour de la broche, avec une quantité modérée à élevée de pus qui s'écoule. Et les patients présentent parfois des signes cliniques d'infection, tels que de la fièvre.
des frissons, entre autres symptômes. Si l'on en arrive à ce stade, on a vraiment perdu l'opportunité d'intervenir différemment pour ces patients. Il est donc nécessaire de retirer la broche si elle est complètement détachée et qu'elle bouge beaucoup. Il faut la retirer. Les signes d'une infection générale, comme je l'ai déjà mentionné. Il y a aussi des signes qui indiquent qu'il faut les enlever. Parfois, ces broches peuvent tomber, comme le type du vélo que je vous ai montré il y a quelques diapositives si elles ont subi un traumatisme. Les broches sont tordues. Cela signifie à coup sûr que la stabilité de la construction est affectée et qu'elle doit être révisée. Donc, chaque fois que vous enlevez une goupille, vous devez vérifier à nouveau la stabilité de la construction. Il est probable que la stabilité de la construction soit affectée car elle n'est pas assurée. Le desserrement de la broche est souvent provoqué par une instabilité et ce desserrement peut entraîner une infection. Chaque fois qu'on retire une broche, il est nécessaire de prévoir ce que l'on va faire ensuite. Cela peut impliquer de placer une autre broche à proximité de l'emplacement de la première broche, mais il ne faut jamais utiliser le même trajet de broche. Il est essentiel de choisir un autre emplacement. Il est également nécessaire de prévoir, si vous devez, ajouter un autre anneau avec 2 ou 3 broches supplémentaires, ou bien changer la position de l'anneau que vous aviez auparavant, ou même envisager de retirer toute la construction et d'essayer un traitement différent. En résumé, l'infection des broches, c'est généralement une conséquence de la perte et non une cause du problème. C'est une complication très fréquente, presque une certitude. Il faut donc s'y préparer et essayer de planifier en conséquence avant l'intervention chirurgicale. Ainsi, vous n'aurez pas ce type de complications, où vous pourrez retarder le processus autant que possible. La prévention, comme je l'ai mentionné, est vraiment très utile. Il est essentiel d'être prudent lors de l'introduction des broches. Les soins apportés aux broches dans le centre chirurgical sont peut-être encore plus cruciaux que ceux après l'opération. Il est donc extrêmement important et très utile de garder tout au frais et de pratiquer une incision spacieuse dans la peau avant de commencer à percer. Gardez-les bien propres et fermez les yeux. Si des signes d'infection superficielle apparaissent, ils vont se développer. Et si vous devez retirer les broches, il est important de comprendre pourquoi ces broches se sont détachées et de corriger la cause. Ne vous contentez pas de vous rendre sur le site et de simplement insérer votre épingle. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir invité et je vous souhaite une excellente réunion. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité scientifique pour son aimable invitation, et tout particulièrement le Dr. Kern, qui a toujours la grande gentillesse de m'inviter à donner des conférences lors de cette prestigieuse réunion qui se tient chaque année. Aujourd'hui, je vais donc parler des tissus mous, ainsi que des soins nécessaires à apporter aux broches. Après la pose des fixateurs externes, chez les patients, je n'ai rien à divulguer qui soit spécifiquement en rapport avec cet exposé. L'infection de la broche est donc l'une des complications les plus courantes que nous rencontrons chez les patients porteurs de ces prothèses. Il affecte jusqu'à 100% des patients. Cela dépend vraiment de la durée pendant laquelle le patient gardera sa monture. Et le desserrement de la broche est presque une certitude. C'est pas exactement juste une simple complication. Et nous devons nous rappeler que même si les gens pensent que le cycle est que vous êtes infecté et qu'après l'infection vous aurez le desserrement, en réalité, ce qui s'est produit, c'est tout à fait l'inverse. En général, les broches ont tendance à se détacher en premier, puis elles s'infectent ensuite. C'est donc un point sur lequel nous devons être très vigilants afin de prévenir les problèmes et d'éviter de devoir les traiter une fois qu'ils se sont manifestés. Ce processus peut donc se dérouler de diverses manières. Les différentes phases du traitement. Si vous gardez cela à l'esprit avant de commencer à traiter ces patients, il est très probable que nous serons en mesure de prévenir ces complications.